Alors, cet article, c'est un article qui s'intéresse à la localisation et à l'efficacité des projets REDD+. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet REDD+? Le mécanisme REDD+, c'est un mécanisme international qui permet à des porteurs de projets de reforestation ou de conservation de la forêt, notamment, de se rémunérer, donc de se financer à travers la vente de crédits carbone. Et ils vendent ces crédits carbone à d'autres acteurs, typiquement des acteurs privés, comme des entreprises, qui souhaiteraient compenser leurs émissions de carbone. Alors le point de départ de cet article, ça a été le constat qu'il y avait une très forte hétérogénéité au sein des porteurs de projets REDD+. Avec d'un côté une hétérogénéité liée au statut, avec d'un côté des ONG à but non lucratif qui, eux, vont poursuivre des objectifs à la fois de développement mais aussi de conservation de la forêt, et de l'autre côté des privés à but lucratif qui, eux, se sont formés et existent avec l'objectif de vendre des crédits carbone uniquement. Au-delà de cela, il y a eu une deuxième forme d'hétérogénéité qu'on a constatée qui était liée aux certifications. En effet, au-delà de la certification sur des aspects purement carbone que tous les porteurs de projets REDD+ vendant des carbones ont obtenu, il y a d'autres acteurs qui complétaient cette certification avec une deuxième certification liée à des objectifs plutôt de développement ou de biodiversité. À partir de ce constat-là, on a commencé à s'interroger sur les incitations auxquels faisaient face ces différents types de porteurs de projets et sur la façon dont ça allait influencer à la fois la localisation de leurs projets, mais aussi l'efficacité des projets. Alors pour étudier justement le lien entre le type de porteur de projet, la localisation et l'efficacité, d'abord il a fallu qu'on géolocalise ces porteurs de projets. Donc on s'est appuyé sur des données qui avaient été collectées par une de nos co-auteurs pendant sa thèse, et ensuite à partir de fichiers PDF de certification, on a réussi à regéolocaliser quelques porteurs de projets. Une fois qu'on a fait ça, on a pu justement regarder où est-ce qu'ils étaient localisés par rapport aux villes, aux champs, etc. Dans un deuxième temps, on voulait regarder l'efficacité. Alors pour estimer l'efficacité de ces projets-là, ce qui nous manquait comme information, c'était quel aurait été le niveau de déforestation au sein de ces zones-là si le projet n'avait jamais été mis en place. Et pour ça, en évaluation d'impact, on a des techniques d'appariement, donc ou en anglais qu'on appelle matching, qui permettent justement de trouver des jumeaux statistiques, c'est-à-dire des surfaces qui sont en tout point comparables aux surfaces qui sont dans le projet, mais qui, elles, n'en faisaient pas partie. Alors on s'est rendu compte, in fine, que les projets portés par des entreprises privées à but lucratif, ils avaient tendance à être dans des zones qui étaient plus enclavées, plus loin des routes, plus loin des champs, etc. Donc a priori des zones où il y avait moins de chances d'avoir de la déforestation. Et à contrario, notamment les ONG et surtout celles qui combinaient différents types de certification, avaient eux tendance à être plus proches des villes, logiquement, puisqu'ils avaient des objectifs de développement. Donc on aurait pu s'attendre à ce que les deuxièmes soient efficaces, ceux plus proches des villes et portés par des ONG, que ceux qui étaient dans des zones enclavées. Et en l'occurrence, on a trouvé le résultat inverse, qui était que les projets qui étaient dans des zones plus enclavées avaient tendance à être plus efficaces pour lutter contre la déforestation. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais peut se comprendre, puisque finalement, dans ces zones où on est plus proche des villes, on a aussi plus de pression à déforester et le projet peut avoir du mal à contrebalancer ces pressions à déforester. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça nous a amené à aborder une question auquel on ne s'attendait pas forcément à la base, qui était celle du biais de localisation. Ce que l'on appelle un biais de localisation dans la littérature en économie, c'est quelque chose qui est très connu dans la littérature sur les aires protégées ou sur les paiements pour services environnementaux. C'est l'idée que ces projets-là de conservation de la forêt, ils vont souvent être dans des lieux où finalement il y a assez peu de chances qu'on ait de la déforestation. Donc sur des lieux où on est très loin des champs, où on est très loin des routes, où on est sur des pentes qui sont trop élevées pour avoir de l'agriculture. Et ce qui est communément admis dans la littérature, c'est que ce biais de localisation, il aura tendance à faire que les projets seront moins efficaces, parce qu'ils seront sur des zones où dans tous les cas on n'aurait pas eu de déforestation. Et en s'intéressant en fait aux objectifs des porteurs de projets, on s'est rendu compte qu'il fallait reconsidérer tout ça et on a mis en lumière quelque chose qui était beaucoup plus complexe dans la relation qu'il y avait entre le biais de localisation et l'efficacité des projets.